Alors, c'est maintenant rendu l'heure de vous faire travailler. On va voir si quelques messages sont passés. Je pense que François Lagarde vous a donné un aide-mémoire là, pour l'exercice, mais on mise sur tout le savoir qu'il y a dans cette salle-là pour trouver des bonnes réponses. Vous avez reçu, on va le mettre à l'écran, mais il y a des feuilles qui sont situées à l'arrière, s'il y en a qui en veulent. Alors, on fait un exercice sur le tabagisme. Alors, je vous lis la mise en contexte. On observe au Québec une diminution du tabagisme depuis les années 90. La proportion de fumeurs n'est cependant pas distribuée de manière égale entre les différents groupes sociaux et suit généralement, très généralement d'ailleurs, un gradient socio-économique dans les pays industrialisés. En effet, les personnes désavantagées sur le plan socio-économique sont plus susceptibles de fumer que celles qui ne le sont pas, ce qui conduit à une inégalité sociale de santé. À titre d'exemple, l'outil de données sur les inégalités en santé à l'échelle du Canada de l'Agence de santé publique du Canada montre que les inégalités en matière de tabagisme sont observées au Québec selon le revenu, selon la scolarité, selon la profession, selon l'origine culturelle, selon l'orientation sexuelle, etc. Alors, on va vous demander de répondre de travailler en sous-groupe. On a pensé que vous pourriez être en sous-groupe de 6. On est bien conscient que la salle, c'est peut-être pas idéal là, pour se regrouper en 6, mais on avait un choix à faire, avoir plus de participants, une salle moins conviviale pour l'atelier ou moins de participants et une meilleure salle pour l'atelier. Alors, je vous prie de tolérer là, les inconvénients pour les prochains 20 minutes. Alors, si vous pouviez vous mettre en 5 ou 6 personnes, en groupe de 5 ou 6 personnes, trouver un rapporteur qui serait bénévole pour venir au micro. Tout le monde ne pourra pas parler, mais sûrement quelques-uns. Et puis, on va vous demander de formuler un court message pour un partenaire intersectoriel au sujet de la présence et de l'évolution temporelle d'inégalités sociales en matière de tabagisme. Et puis, il faut que dans votre message, il y ait une mesure d'inégalité que vous allez privilégier. Votre deuxième question à répondre, c'est de prioriser une action qui contribue à la réduction des inégalités sociales en matière de tabagisme. Et puis, on va vous demander de nommer 3 enjeux en lien avec la communication du message et de l'action à réaliser. Alors, vous trouvez, vous êtes concerné par les inégalités sociales en matière de tabagisme, vous voulez communiquer ça à un partenaire, vous voulez proposer une action et puis soulever des enjeux par rapport à ça. Je vous donne 20 minutes et je suis sûre que vous allez réussir à l'intérieur de cette période de temps. Bon, Shelley Rose a dit que ça avait pris 2 ans, plus que 2 ans pour son rapport, puis on vous a donné 20 minutes. Fait que je pense qu'on peut se permettre des petites imperfections. Hein? On sera très indulgents. Alors, s'il vous plaît, on est bien content que vous trouviez intéressant de vous parler, mais là, il faut parler à tout le groupe. Ça marche. Bon. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Cette personne-là sera certainement courageuse. Un leader qui veut montrer la voie et dire quel est le message clé pour un partenaire sectoriel. Pardon? Ah! On a une leader ici, courageuse, qui se présente au micro. Oui, c'est bon. Vas-y. Bonjour. Marie-André Authier, je suis à la Direction régionale de santé publique de Montréal.
avec Marie-France. Alors, nous, notre court message, en fait, ça a été difficile à trouver. On a voulu miser sur le fait que, dans le fond, dans la population, en général, on voit que le tabagisme est en baisse partout, sauf chez les gens qui n'ont pas terminé leur secondaire 5, où c'est le seul groupe de la population où on note une augmentation de 8 %. Fait qu'on est allé sur quelque chose de très simple qui disait ce que ça avait à dire. Fait que c'était ça notre message. Faut que je continue? Oui. Oui, OK. Pour prioriser une action, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est que non seulement, visiblement, l'action fonctionnait chez tous les groupes, même si ça fonctionnait inégalement, parce que dans tous les groupes, il y a une baisse, malgré le fait qu'il y a comme un gradient dans la baisse. Mais non seulement ça n'a pas fonctionné chez les gens sans diplôme, ça l'a même augmenté. Donc, on s'est dit que tant qu'à proposer une action où on ne savait pas trop comment les rejoindre, notre première action, ça serait de s'asseoir avec ces gens-là pour voir bien, comment on peut travailler avec vous pour éliminer ou diminuer le tabagisme, comment on peut vous rejoindre, c'est quoi les messages qui vous interpelleraient, puis pourquoi, visiblement, actuellement, c'est contre-productif, finalement, nos messages actuels. Et puis, les défis en lien avec la communication puis l'action. Les défis de communication, c'est justement, souvent en inégalité sociale, c'est facile de montrer les plus défavorisés, les deux extrêmes. Puis ça marque, c'est fort dans le message. Donc, d'un point de vue de com, c'est intéressant. Mais des fois, ça fait qu'on occulte l'effet de gradient qu'il y a au milieu, puis qu'il y a ces populations-là aussi, qu'il y a d'autres façons d'adresser ce problème-là. Le bout du milieu, il ne faut pas l'oublier. Fait que pour nous, c'est un défi. Et puis, le défi avec l'action à réaliser, on s'est dit, si notre action, c'est de s'asseoir avec un groupe sous-scolarisé, donc on pourrait dire un peu marginalisé, mais le défi, c'est de ne pas les instrumentaliser non plus. Tu sais, comment qu'on fait ça? Tantôt, ce matin, il y a des gens qui parlaient, une région qui avait comme un groupe qui pouvait consulter, puis ils parlaient de gens marginalisés qui collaboraient. Mais c'est comment, justement, pas les instrumentaliser, ces gens-là, puis vraiment en faire de véritables partenaires. C'est vraiment un défi. Voilà. Bien, merci beaucoup. Je pense que ce que tu as illustré, c'est qu'on peut avoir des actions qui en créent des inégalités sociales de santé par nos propres actions de réduction du tabagisme ont fait que ça avait réduit chez certains groupes, mais a augmenté chez les gens les plus défavorisés. Donc, on a augmenté l'écart. Et c'est important de le réaliser puis de réajuster le tir. Je pense que vous avez bien pris en compte la question de consulter pour voir pourquoi ça ne fonctionne pas. Et puis, le défi, c'est le défi des... J'essaie de résumer, puis si je me trompe, tu me corriges. Le défi des populations partenaires, hein, c'est... on veut les associer, mais il ne faut pas créer d'attente non plus. Il faut être très clair dans les... et puis, il faut être aussi, il ne faut pas exploiter. Là. Nous, on considère qu'il va falloir... si on veut les faire travailler pour nous, bien, il va falloir les payer, parce que ça fait partie de... Nous, quand on travaille, on est payé. Puis, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas. Alors, ça fait partie des défis. Alors, un autre courageux... Alors, c'est des courageuses. Bonjour. Allez-y. Moi, c'est Joanne Aubé-Maurice, là, mais je ne connais pas tous les gens qui ont participé à la réflexion dans le groupe. En fait, on a un message très similaire. Au Québec, on observe une diminution de la proportion des fumeurs, à l'exception de ceux qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires. Donc, c'est un groupe chez qui on n'observe pas cette diminution-là. Comment est-ce quelle action on prioriserait? Bien, nous aussi, on a bien retenu la leçon. Alors, on développerait un plan d'action multifacette par et pour les jeunes, donc avec eux, évidemment, en partenariat avec la commission scolaire pour réduire les inégalités en matière de tabagisme. Les défis sont sans doute multiples. Évidemment que d'éviter la stigmatisation en ciblant un groupe plus défavorisé au plan là, de la scolarité, c'est déjà un premier défi. Sans doute de convaincre de procéder à une consultation, ça peut en être un aussi. Mobiliser peut-être les jeunes dans un deuxième temps, ça pourrait en être un. Puis, à la toute fin de la réflexion, il me vient encore à l'esprit le défi de trouver un message qui touche le cœur. Parce que là, on est resté dans le très
rationnel, quantitatif, mais je pense pas qu'on a eu le temps de se rendre là à travers l'exercice. Puis c'est tout le défi, trouver un message qui touche le cœur tout en étant diplomate. C'est vraiment pas évident, là. Fait que voilà. Excellent. Je pense on retrouve à peu près les mêmes, passablement le même message, qui est assez clair, hein? Je pense qu'il est facile à comprendre, là. On a quelque chose de très direct, la volonté d'agir en partenariat. Je pense que... de quelle région vous venez? Moi du Bas-Saint-Laurent, mais on était... De plusieurs, oui, c'est ça. plusieurs endroits différents. Oui. À Montréal, on a eu un enjeu avec le fait d'agir avec les écoles dans le cas du tabagisme parce qu'au niveau du secondaire, on a beaucoup de gens qui vont à l'école privée. Et il s'est trouvé que ceux qui étaient le plus intéressés par nos actions en réduction du tabagisme, c'était les écoles privées qui voulaient offrir un beau portfolio d'activités parascolaires, alors que les polyvalentes qui étaient débordées par les problèmes de décrochage, etc., avaient peu de disponibilité pour ça. Là. Je pense que dépendant du milieu, on peut avoir un milieu où il y a peu d'écoles privées, puis là, c'est plus universel, parce qu'en fait, à Montréal, malheureusement, on crée des inégalités en éducation secondaire à grande échelle. Alors, pour les enjeux de communication, effectivement, peut-être qu'il y en a qui vont avoir trouvé une façon de parler au cœur quand on parle de cigarettes. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui voudrait venir? Allez, je suis sûre que vous êtes tous bons. Oui. C'est assez semblable à ce qui s'est déjà dit, mais surtout au niveau de la première question, parce qu'on n'a pas vraiment eu le temps d'aborder la deuxième ni la troisième. Il y avait beaucoup de discussions. Mais tu sais, une des choses qu'on remarquait, c'est qu'aussi, quand on prend le chiffre absolu, si on a bien compris les statistiques, c'est quand même le nombre de fumeurs aura augmenté d'environ 100 000 personnes sur cette période-là de 10 ans. Fait que c'était une autre raison pour... Oui, c'est sûr, avoir des actions ciblées pour les gens qui n'ont pas de diplôme d'études secondaires ou qui risquent de ne pas en avoir, mais de ne pas oublier justement les autres groupes parce qu'il reste que le nombre de fumeurs a quand même augmenté de façon importante. Donc, ça veut dire que nos actions pour réduire le tabagisme au niveau du Québec doivent s'adresser, dans le fond, à peu importe qu'on ait un diplôme ou non universitaire collégial, il faut continuer à travailler avec tout le monde. Je voulais simplement rajouter ça. Alors là, c'est le défi des approches universelles versus des approches plus ciblées. Je ne sais pas comment vous avez traité ça dans les autres groupes. C'est un vrai dilemme, là, d'essayer d'intégrer les deux. Quelqu'un? Oui? Oups. C'est en effet une barrière à l'action. Bon, nous, on s'est dit, moi, je m'appelle Sébastien Auné, je travaille en tabagisme à l'INSPQ, dans l'équipe de tabagisme, depuis quelques années. J'étais avec mes collègues ici, puis on a décidé de se concentrer sur les travailleurs manuels, parce que si vous regardez de l'autre bord, en passant moi et Benoît Lani, je pense que dans la salle ici, on vient de publier un feuillet là-dessus. Les travailleurs qu'on qualifie de manuels, donc soit peu qualifiés, semi-qualifiés, qui travaillent dans des métiers de type construction, qui utilisent leurs mains majoritairement pour accomplir les tâches, fument plus que la majorité du reste des Québécois et sont plus exposés à la FTE, la fumée de tabac dans l'environnement aussi. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a constaté. Puis... bien, le message, en fait, c'est qu'on s'était trouvé un interlocuteur qui était ici, l'APCHQ, qui est une association qui représente les travailleurs de la construction. Ce n'est pas un syndicat, mais c'est une association professionnelle. Puis le message, bien, c'est ça, le message, c'est de dire que leurs employés, ceux qui évoluent dans leur chantier, puis dans l'ensemble des métiers qui sont accomplis par ces personnes-là, demeurent l'une des grappes, un des sous-groupes dans la société québécoise qui fume encore beaucoup plus. Les prévalences sont plus élevées, puis le taux d'exposition à la fumée secondaire est beaucoup plus élevé aussi. Pour les actions, bien, un peu modeler, ce qu'on a trouvé qui a l'air de fonctionner, c'est d'aller en partenariat avec les compagnies de la construction directement sur les sites pour ils ont fait en Ontario avec une compagnie de construction, Santé publique Ottawa. Ils sont allés directement dans la compagnie, travailler avec
les employés puis des intervenants qui vont sur place pour proposer des plans d'intervention à ceux qui le veulent, puis utiliser ceux qui ont réussi à arrêter comme des champions pour réussir à stimuler l'action chez les personnes qui n'ont pas encore arrêté de fumer ou qui ne pensent pas que c'est nécessairement une bonne idée. Donc, puis au niveau des défis en lien avec la communication du message, bien évidemment, c'est toujours de rester clair, de s'adapter au niveau de littératie, d'intégrer les personnes dans la communication du message, de ne pas juste arriver comme, bien, on le sait tous, d'arriver comme on est la santé publique, on vient vous porter le bon message, la bonne nouvelle, d'intégrer. Puis justement aussi, intégrer les personnes qui ont réussi. C'est vraiment important parce que les bénéfices à l'arrêt tabagique ne sont pas nécessairement toujours compris de la bonne manière par les personnes qui sont les employés, mais quand c'est communiqué par d'autres personnes qui disent « Hey, regarde, j'ai arrêté, puis ben écoute, pour jouer au hockey, j'ai plus de souffle, pour ci, pour ça », des choses qui peuvent paraître très triviales, mais qui deviennent très concrètes une fois qu'elles sont exprimées par des interlocuteurs qui sont des collègues de travail, finalement. Donc, c'est ça. Merci beaucoup. J'aime beaucoup cette intervention-là, d'une part, parce que je trouve qu'on sous-estime les interventions qu'on peut faire en milieu de travail. C'est quand même un endroit où les gens passent pas mal de temps. Puis souvent, en promotion de la santé, c'est un milieu qu'on n'investit pas énormément. L'autre chose que j'ai aimé, là, c'est l'action intersectorielle aussi, d'emblée, avec les partenaires sectoriels. Et puis, je pense que vous avez un peu répondu à la question précédente, là, comment toucher le cœur puis l'émotif. C'est sûr qu'avec nos messages, on augmente la fraction attribuable de ci, puis dans 15 ans, vous allez vous sentir mieux. C'est émotivement, là, on ne score pas fort. Alors, je trouvais que d'avoir un travailleur qui vient expliquer comment lui, il se sent plus vivant, plus fort, plus habile, plus sportif, je trouve que c'est un message émotif qui passe très bien. Alors, on peut faire des émotions avec de la cigarette, c'est excellent. Il nous reste 2 minutes. Est-ce qu'il reste... Oui. Je ne reviendrai pas sur l'analyse des données, mais on ne peut parler de la fumée secondaire. Puis ça a un impact significatif sur l'environnement dans lequel évoluent nos enfants. Et je répondrai comme tout de suite à la question 2, quand on a une action à formuler, parce qu'on considère que c'est des parents aussi qui sont encore fumeurs, même s'ils sont un peu moins scolarisés, bien, ils sont encore fumeurs aussi. Fait que c'est comment contribuer à offrir un environnement sans fumée aux enfants. Et 2 stratégies qu'on est en train de regarder, c'est que les logements sociaux et communautaires, les HLM, les coops d'habitation deviennent des habitations sans fumée. Fait que c'est dans un contexte de travail avec les locataires, dans un débat délibératif, qu'on est en train d'avancer pour des HLM sans fumée. Et aussi dans toute la pratique, le nouveau cadre de référence des services intégrés en périnatalité nous convie à offrir des services plus adaptés aux parents, que ce soit des services en dépendance, des services en santé mentale, mais pourquoi pas des services aussi en cessation tabagique? Parce que nos centres d'abandon du tabac jusqu'à maintenant sont encore pour monsieur, madame, tout le monde, mais peut-être que ces personnes-là aussi ont d'autres défis. Puis on le regarde beaucoup plus dans un contexte pour un avenir sans fumée. Parce qu'avec le cannabis aussi, fait que c'est vraiment sous cet angle-là. Fait que la fumée secondaire a un impact aussi parce qu'on parle peu d'environnement. Fait qu'on pense toujours à l'approche très, très, très individuelle. Mais au minimum, si le parent décide de mettre un environnement sans fumée à son enfant, c'est parfait. Puis s'il veut recevoir des services qui lui sont adaptés, c'est excellent. Fait que c'est aussi un petit clin d'œil que je voulais faire à l'environnement sans fumée. De toute façon, les messages qui touchent l'environnement sont de mieux en mieux reçus. Il y a de plus en plus de sensibilisation. Le fait de protéger les enfants, c'est une valeur forte aussi pour les parents. On regarde ça en insécurité alimentaire. Hein. Ils vont se priver pour que leurs enfants aient à manger. Ça ne sera pas réparti également dans la famille. Donc, j'aime bien cette... Puis travailler avec le secteur du logement social, je pense que si on passe beaucoup de temps au travail, l'autre beaucoup de temps qu'on passe dans le logement, fait que je trouve que
c'est d'autres actions qui sont bien choisies. Fait qu'avec une statistique, comme disait Shelley Rose, on a fait pas mal de chemin, puis on a identifié des messages. Puis je pense qu'avec les enfants, c'est facile de faire de l'émotif aussi. Les publicitaires s'en privent pas, là. Je pense qu'il y a toutes sortes de façons. Alors, je félicite cette intelligence collective. Ça donne des idées à tout le monde.